Ils sont Antoine Deltour, Michael Woodford ou même Edward Snowden. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, nous allons parler des lanceurs d'alerte. Je suis avec Marie-Catherine Caramati, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Amnesty International à Rouen. Nous allons donc parler des lanceurs d'alerte. Mais d'abord, on va poser les bases pour que tout le monde ait la même idée en tête. C'est quoi un lanceur d'alerte ? Alors je vais vous donner une définition qui fait consensus, que ce soit à Amnesty, au Conseil de l'Europe ou dans d'autres institutions. Donc un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de son travail, apporte une information qui révèle des faits illégaux, lesquels constituent une menace pour la société ou pour l'économie, pour l'État ou l'environnement, c'est-à-dire une menace pour le bien commun ou l'intérêt général. Donc il s'agit de gens qui travaillent soit dans des services de renseignement comme Edward Snowden, ou bien dans des banques, dans des laboratoires pharmaceutiques, dans des hôpitaux, dans des entreprises très polluantes, etc., etc. Vous nous avez donné plusieurs exemples. Est-ce que être lanceur d'alerte, ça peut être le profil de tout le monde ? Alors, est-ce qu'il faut être un responsable important comme l'était Edward Snowden au service de renseignement américain pour être lanceur d'alerte? Je vais vous donner un exemple, en plus c'est quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Karim Ben Ali. Ce monsieur était chauffeur routier. En 2017, il a filmé le déversement de déchets extrêmement polluants d'ArcelorMittal, venant des camions, en pleine nature, près de Florange. Ce monsieur, après cette dénonciation, il a été licencié. Il a connu la dépression, il a connu le chômage, bien sûr. Son frère, qui n'avait rien à voir avec ça, a été licencié. Je dirais que tout le monde ne peut pas être lanceur d'alerte parce qu'il faut quand même un courage exceptionnel pour faire face à tout ça. Et ce n'est pas n'importe qui non plus, puisque ce n'est pas un espion, ce n'est pas une taupe, ce n'est ni un alarmiste, ni un dénonciateur en tout genre. Vous pouvez le confirmer ? Absolument. Un espion, il est commandité par un État. Un alarmiste, il veut faire peur pour faire peur. Je dirais ce n'est pas non plus un traître. Donc vous nous avez parlé des caractéristiques justement du lanceur d'alerte. Nous allons maintenant aborder le cas Snowden, l'un des plus connus parmi les lanceurs d'alerte. Pour rappel, en juin 2013, Edward Snowden partage avec des journalistes des documents qui exposent pour la première fois au grand jour le scandale de la surveillance de masse, rassemblés pendant qu'il travaillait pour la National Security Agency. Ces documents ont révélé l'étendue de la surveillance électronique menée par les gouvernements britanniques et américains qui surveillent les activités internet et téléphoniques de millions de personnes aux quatre coins du monde. Depuis, Edward Snowden est poursuivi pour avoir défendu les libertés de millions de personnes. Racontez-nous quelles ont été les avancées depuis 2013. Alors il y a eu des avancées parce que le cas Snowden, ça a été une onde de choc, absolument sans précédent, sans équivalent, je dirais, dans le monde entier. Donc ça a ouvert les yeux de tas de gens qui sans doute ignoraient ou sous-estimaient l'importance de cette surveillance qui est absolument monstrueuse, disons. Donc je pense que ça a pu aiguiser la vigilance d'un certain nombre de gens. Actuellement, le monde n'est pas devenu parfait, puisque actuellement, il y a eu des informations récentes disant que la NSA continuait à mettre sur écoute, y compris des hauts responsables européens. Mais ça a eu un certain retentissement dans les médias. Grâce à Edward Snowden, on connaît mieux aussi l'engrenage qui amène à ces écoutes. Donc, je pense qu'on est aussi plus capable de se défendre contre ça. Et puis il faut aussi que je parle des avancées dans les domaines législatifs et juridiques qui datent de 2013 aussi. Alors, être lanceur d'alerte, ce n'est pas forcément que dénoncer ou mettre en lumière, c'est aussi prendre des risques. Justement, pourquoi autant de risques ? Quels sont ces risques ? Alors, les risques sont énormes, variables selon les pays. Il y a des pays où les lanceurs d'alerte sont emprisonnés, torturés, éventuellement tués. Bien qu'on ait un exemple assez proche à Malte, où un journaliste a été tué, certes. Donc ces risques sont quand même considérables. Chez nous, par exemple, ce sont des risques, comme je l'ai dit pour M. Ben Ali, de licenciement, de poursuite judiciaire parfois. Donc, pour un lanceur d'alerte, il faut être très très motivé. Motivé par quoi ? Par la défense du bien public, de l'intérêt général, de la défense des droits. Donc ce sont des gens qui sont totalement désintéressés. Mais on l'a vu, vous l'avez même rappelé, il y a eu un cas très récent du côté de Malte avec un journaliste. Oui. Edward Snowden a mis sa vie en danger, entre parenthèses, justement pour la liberté des autres.
Quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour mettre un point final ou pour sanctionner Vous savez, c'est le problème des violations des droits dans le monde. On avance à tout petits pas. Bon, il y a eu des petits progrès, donc, grâce à quelques législations de protection des lanceurs d'alerte. Il y a des actions aussi pour soutenir les lanceurs d'alerte dans les pays où, de toute façon, qui ne prendront pas en considération ce genre de demande. Donc, c'est comme pour toute la défense des droits humains, c'est une avancée à petits pas. Depuis réfugié en Russie, il aimerait rentrer aux États-Unis pour obtenir un procès légal. Pourquoi d'autres grands États, je pense notamment à ceux d'Europe, mais pas que, ne s'unissent pas pour porter leur voix contre cette pratique? Alors les lanceurs d'alerte font peur, hein. Ils peuvent inciter à réveiller d'autres choses souterraines, pas très jolies. Bon, en ce qui concerne Snowden, c'est clair, aucun État européen n'a proposé à Snowden un titre de séjour ou encore plus le droit d'asile. Pourquoi? Pour ne pas fâcher l'allié américain, bien entendu. Et puis, vous avez signalé aussi tout à l'heure, je crois, que les services de renseignement britanniques étaient aussi impliqués dans les révélations de Snowden. Donc, c'est un sujet très délicat. Ça va bien au-delà de la santé d'une personne. Bien sûr, tout à fait. Comment assurer la protection des lanceurs d'alerte? Le Conseil de l'Europe a rédigé un dossier sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le Conseil de l'Europe, justement en 2014, comme par hasard un an après 2013, a conçu ce qu'on appelle une recommandation. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas contraignant, mais incitant les États membres à créer une législation de protection des lanceurs d'alerte ou à améliorer celle qu'ils pouvaient déjà avoir. Alors, ça n'a pas été dans le vide, je vais citer la France, qui en 2016 a voté ce qu'on appelle la loi Sapin II. C'est une loi qui protège les lanceurs d'alerte contre ce qu'on peut appeler les représailles professionnelles, c'est-à-dire les licenciements, contre les poursuites judiciaires, qui leur garantit l'anonymat s'ils le veulent. Alors, c'est une loi qui n'est pas seulement pour le principe, elle a eu quand même quelques effets positifs. Je vais citer un autre cas d'une personne pas bien connue, qui s'appelle Céline Boussier. C'était une aide médico-psychologique dans un hôpital pour enfants handicapés dans le Gers. Elle a dénoncé les maltraitances absolument inacceptables dont ces enfants étaient victimes. Elle a été immédiatement licenciée, elle a été harcelée, et elle a été l'objet de poursuites judiciaires pour diffamation de la part de la direction de l'institution. Après des années de lutte, en 2017, donc 4 ans après, c'était en 2013 ces dénonciations, elle a été relaxée. Et elle a été relaxée certainement en relation avec cette loi Sapin II. Donc voilà des petits progrès. Oui, des petits progrès. Petits progrès, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire, j'imagine. Mais quelle est la situation de la France par rapport à d'autres pays d'Europe? Est-ce que c'est plutôt un bon élève? Je pense que c'est à peu près équivalent dans tous les pays. Les lanceurs d'alerte, ils sont dans des tas de domaines. Le monsieur qui a déclaré, qui a dénoncé le déversement de déchets, bon, c'était en 2017. Donc, on est toujours évidemment dans une situation qui est extrêmement fragile. Mais je crois aussi qu'on en parle de plus en plus. Et là, je crois que les pays européens sont à peu près tous à la même enseigne par rapport à ça. Et quel est l'investissement d'Amnesty International là-dedans? Alors, Amnesty International soutient les défenseurs des droits, en écrivant aux autorités, en faisant signer des pétitions, en envoyant des messages de soutien. Et les lanceurs d'alerte, ce sont évidemment des défenseurs des droits. Il y a des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils étaient persécutés de manière encore beaucoup plus grave que chez nous et pas du tout défendus par aucune législation. Donc, ils ont besoin de ce soutien. Il s'agit de médecins, d'avocats, de journalistes, de blogueurs souvent. Donc Amnesty joue aussi, essaye d'obtenir des progrès dans les législations de protection des lanceurs d'alerte, puisque c'est une association qui s'appuie toujours sur le droit. Il essaye de peser du plus fort poids possible. Absolument. Un mot sur la situation actuelle mondiale aussi avec la pandémie de coronavirus. Des lanceurs d'alerte sur le début de la pandémie en Asie doivent être entendus par l'Assemblée mondiale de la santé. La Chine est critiquée depuis 2019 pour avoir dissimulé les origines de la pandémie en emprisonnant des lanceurs d'alerte et en les réduisant au silence pour avoir tenté d'alerter leurs collègues et le monde au sujet d'un virus mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous dire en 30 secondes l'avancée? Alors, l'avancée, évidemment, vous avez cité 2 médecins chinois, il y en a un qui est mort du Covid, l'autre, on ne sait pas trop, on a eu des nouvelles par une vidéo il y a plus d'1 an, donc le docteur, excusez-moi, j'ai oublié. Docteur Haifen, oui, c'est ça, qui disait qu'elle était en bonne santé, qu'elle avait retrouvé son poste, mais bon, c'est un pays très opaque, la Chine. Il y a aussi une femme médecin russe qu'Amnesty a beaucoup défendue, Tatiana Reva,
pour les mêmes raisons, qui avait dénoncé le manque de protection du personnel de son hôpital ou des patients. Ça reste encore donc très flou. Donc ça reste flou, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, je pense, n'ont pas été réhabilités. Merci à vous, Marie-Catherine Caramati, d'avoir accepté notre invitation sur le MAG. Rendez-vous sur le site internet amnesty.fr et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.